Dans l'univers étincelant de la musique, où les lumières des projecteurs masquent souvent les ombres les plus sombres, Tina Turner se dresse comme une figure monumentale, une force de la nature dont la voix rauque et puissante a résonné à travers les décennies, brisant les barrières raciales et redéfinissant ce que signifie être une icône du rock'n'roll. Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 dans la petite ville rurale de Nutbush, Tennessee, au sein d'une famille modeste de métayers, Tina grandit dans un environnement marqué par la pauvreté et l'instabilité familiale. Ses parents, Floyd et Zelma Bullock, se séparèrent lorsqu'elle était encore enfant, la laissant souvent aux soins de sa grand-mère. Dès son plus jeune âge, elle trouva refuge dans la musique, chantant dans les chorales d'églises locales où sa voix brute et expressive commença à se faire remarquer. Cette voix, qui allait devenir légendaire, portait déjà en elle les échos d'une résilience forgée dans l'adversité, un mélange de gospel, de blues et de cette énergie indomptable qui définirait sa carrière. Pourtant, derrière l'image de la reine du rock'n'roll, se cachait une femme qui portait en silence une liste privée de noms qu'elle refusait de prononcer, même dans les années calmes de sa retraite en Suisse, où elle s'était installée en 1994 après avoir obtenu la citoyenneté suisse en 2013. Ces noms représentaient des trahisons profondes, des blessures qui, bien que cicatrisées, restaient gravées dans son âme. Tina Turner, qui a vendu plus de 100 millions d'albums au cours de sa carrière de 5 décennies, n'était pas seulement une survivante, elle était une pionnière qui a défié les normes raciales et genrées de l'industrie musicale. Elle fut la première femme noire à apparaître en couverture de Rolling Stone en 1967 et sa carrière solo dans les années 1980, marquée par l'album Private Dancer qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, a prouvé que l'âge et les épreuves passées n'étaient pas des obstacles à la grandeur. Mais ces triomphes étaient teintés d'une mémoire sélective. 6 musiciens, autrefois admirés ou aimés, avaient franchi une ligne invisible, une frontière qu'elle avait tracée avec une détermination forgée par des années de souffrance. Pour Tina, la trahison n'était pas une simple offense personnelle, elle était définitive, un verdict sans appel qui reflétait sa quête incessante de respect et d'autonomie dans un monde qui cherchait souvent à la réduire à un rôle subalterne. Cette liste mentale n'était pas une simple rancune, elle était le témoignage d'une femme qui avait appris, à travers les épreuves, à protéger son essence. Tina Turner, qui a été intronisée 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame, une fois avec Ike en 1991 et une fois en solo en 2021, a toujours insisté sur l'importance de raconter son histoire avec authenticité. Dans son autobiographie, Tina, publiée en 1986, et plus tard dans le documentaire Tina de 2021, elle a partagé sans filtre les horreurs qu'elle avait endurées, inspirant des millions de femmes à travers le monde à briser le silence sur la violence domestique. Son impact culturel transcende la musique. Elle a incarné le féminisme intersectionnel avant que le terme ne devienne courant, défiant le racisme et le sexisme qui imprégnaient l'industrie. Comme l'a noté la professeure Tanisha Ford, historienne à la CUNY Graduate Center, Tina a dû naviguer les vestiges de l'ère Jim Crow dans la musique, où le rock'n'roll, enraciné dans les traditions noires, était souvent racialisé comme blanc. Son refus de pardonner n'était pas de la faiblesse, c'était une affirmation de sa valeur, une leçon qu'elle a transmise à travers ses performances électrisantes et sa vie exemplaire. Avant que Tina Turner ne devienne l'icône mondiale que nous connaissons, avant les ovations debout dans des arènes bondées, les disques vendus par millions et les tournées triomphales qui ont établi des records Guinness, comme sa tournée Break Every Rule en 1987 à 1988 qui a attiré plus de 4 millions de spectateurs, elle était simplement Anna Mae Bullock, une adolescente du village rural de Nutbush dans le Tennessee. Nutbush, une petite communauté agricole où les champs de coton s'étendaient à perte de vue, était le décor d'une enfance marquée par l'abandon et le labeur. Anna Mae, élevée principalement par sa grand-mère après la séparation de ses parents, découvrit sa voix dans les églises baptistes locales, où le gospel infusait son esprit d'une puissance spirituelle qui allait la définir. Sa voix était brute, puissante, non encore polie par les studios, mais elle portait déjà en elle cette étincelle unique, cette intensité qui ne pouvait être ignorée. Cette voix, qui allait changer l'histoire de la musique, servit d'abord à survivre dans un monde hostile, où les opportunités pour une jeune fille noire étaient limitées par le racisme systémique et la pauvreté. C'est en 1957, au Club Manhattan à East St. Louis, Missouri, que le destin de Tina bascula. Ike Turner, né Isaiah Lusté Turner Jr. le 5 novembre 1931 à Clarksdale, Mississippi, était déjà une figure établie de la scène R&B. Enfant prodige du piano, Ike avait grandi dans le delta du Mississippi, berceau du blues, où il avait été influencé par des légendes comme Pintop Perkins. À l'âge de 19 ans, il avait déjà enregistré Rocket 88 avec Jackie Brenston,
souvent considéré comme le premier disque de rock'n'roll. En 1957, il dirigeait les Kings of Rhythm, un groupe respecté pour ses performances énergiques et sa capacité à créer des stars dans l'ombre. Anna Mae, alors une adolescente de 17 ans dans la foule, saisit un micro pendant une pause et chanta un blues avec une ferveur qui stupéfia l'assistance. Ike, captivé par cette voix qui sonnait comme de la saleté hurlante selon les mots du producteur Juggy Murray, l'invita à rejoindre le groupe. Il lui donna un nouveau nom, Tina Turner, un nom qu'il déposa légalement pour s'assurer un contrôle total au cas où elle partirait. Au début, cette opportunité ressemblait à un salut divin. Tina, jeune, talentueuse et avide de succès, vit en Ike un mentor qui pouvait la propulser vers les sommets. Ils commencèrent à enregistrer ensemble, et leur premier single, A Fool in Love en 1960, devint un tube, atteignant la 2e place du classement R&B du Billboard. Durant la décennie suivante, la Ike et Tina Turner Revue devint l'un des groupes les plus électrisants des États-Unis. Avec des titres comme River Deep, Mountain High produit par Phil Spector en 1966, qui considérait cette chanson comme son chef-d'œuvre absolu malgré son échec initial aux États-Unis, et Prue Marie en 1971, qui remporta un Grammy pour la meilleure performance vocale R&B par un duo ou un groupe, ils tournèrent sans relâche, donnant plus de 250 concerts par an. Leur performance était légendaire. Tina, avec sa présence scénique explosive, ses chorégraphies millimétrées avec les Ikettes, et sa voix qui fusionnait gospel, blues et rock, captivait les audiences. Ils ouvrirent pour les Rolling Stones lors de leur tournée britannique en 1966, où Mick Jagger avoua avoir appris à danser en observant Tina. Mais derrière cette façade glamour se cachait une vérité bien plus sombre, une réalité que Tina garda secrète pendant des années, par peur et par honte. Le partenariat professionnel s'était rapidement transformé en une relation personnelle toxique. Ils se marièrent en 1962 à Tijuana, au Mexique, dans une cérémonie bâclée suivie d'une nuit humiliante dans un bordel, une expérience que Tina ne rendit publique que bien plus tard dans son autobiographie. Ce mariage n'était pas fondé sur l'amour mutuel, il reposait sur le contrôle absolu d'Ike. Ike gérait chaque aspect de la vie de Tina, son nom de scène, qu'il avait protégé légalement pour pouvoir la remplacer si nécessaire, ses finances, qu'il monopolisait, ses costumes, souvent provoquants pour accentuer sa sensualité, son emploi du temps, dicté par des tournées épuisantes. Pire encore, Ike était violent, paranoïaque et dépendant à la cocaïne, une addiction qui exacerbait sa jalousie et sa rage. Les abus étaient constants et brutaux. Ike battait Tina avec tout ce qui lui tombait sous la main, cintres, chaussures, poings. Une fois, il lui lança du café brûlant au visage, causant des brûlures sévères. Il la violait après les coups, l'emprisonnant psychologiquement par des insultes incessantes, des menaces et des humiliations. Il lui répétait qu'elle n'était rien sans lui, qu'aucun autre ne voudrait d'elle, et elle finit par le croire, internalisant cette narrative destructrice. Pendant un temps, Tina chantait avec des côtes cassées, cachait ses bleus sous des couches épaisses de maquillage, portait des perruques pour dissimuler les cicatrices et les cheveux arrachés. En coulisses, elle était isolée, terrifiée. Sur scène, elle était électrique, portée par l'adrénaline, la peur et un instinct de survie primal. Comme le dira plus tard son assistante Rhonda Graham, ce n'était pas de la force pure, c'était un traumatisme déguisé en paillettes et en gloire. Le contexte culturel de l'époque amplifiait cette souffrance. Dans les années 1960 et 1970, la violence domestique n'était pas reconnue comme un crime grave, elle était souvent minimisée comme une affaire privée. Pour les femmes noires, les barrières étaient encore plus hautes, le racisme systémique rendait les recours légaux risqués, et la communauté noire, luttant contre l'oppression externe, pouvait parfois ignorer les abus internes. Tina, en tant que femme noire dans une industrie dominée par les hommes blancs, était doublement vulnérable. Elle tenta de se suicider en 1968, avalant 50 somnifères après une période particulièrement violente et une fatigue mentale écrasante. Elle survécut de justesse, hospitalisée et ramenée à la vie, mais continua, piégée dans un cycle de dépendance émotionnelle et financière. La fissure dans l'illusion parfaite de la revue était désormais ouverte, mais il fallut des années pour qu'elle trouve la force de s'échapper. Enfin, en juillet 1976, lors d'une tournée à Dallas, tout s'effondra. Après une énième agression dans leur limousine, où Ike la frappa violemment, Tina s'enfuit. Vêtue d'un simple tailleur blanc taché de sang, elle traversa une autoroute à pied, pieds nus, et entra dans un hôtel voisin. Elle n'avait que 36 cents et une carte de crédit pour l'essence. Elle s'enregistra sous un faux nom et disparut du monde d'Ike. Ce qui suivit fut un cauchemar juridique et financier.
Tina n'avait ni argent, ni avocat, ni droit sur leur carrière commune, Ike ayant tout contrôlé. Au tribunal, lors du divorce finalisé en 1978, elle ne demanda qu'une chose, garder son nom, Tina Turner. Je l'ai mérité, déclara-t-elle au juge, renonçant à toutes les royalties, aux biens, aux studios d'enregistrement. Elle recommença à zéro, chantant dans de petites salles, vivant grâce à des bons alimentaires, portant seule le poids de son traumatisme et élevant ses 4 enfants, 2 biologiques avec Ike et 2 adoptés. Pendant des années, Tina refusa de parler publiquement des abus, craignant les représailles d'Ike et la stigmatisation. Ce n'est qu'en 1981, dans une interview avec People Magazine, qu'elle commença à révéler la vérité, devenant l'une des premières célébrités à briser le silence sur la violence domestique. Son autobiographie, Tina, en 1986 choqua le monde, détaillant les horreurs qu'elle avait endurées. Mais elle n'écrivait pas par vengeance, elle écrivait pour se libérer et pour aider d'autres femmes. Ike Turner mourut en 2007 d'une overdose de cocaïne. Tina n'assista pas aux funérailles. Un porte-parole déclara simplement « Elle n'a eu aucun contact avec lui depuis plus de 30 ans. » Aucun autre commentaire. Ce silence en disait plus que n'importe quel discours. Ike n'était pas seulement son premier bourreau, il était la raison pour laquelle elle était devenue indestructible, mais aussi la seule personne qu'elle ne put jamais pardonner. L'impact de cette relation sur la culture populaire est profond. Le film What Has Love Got to Do With It en 1993, avec Angela Bassett dans le rôle de Tina et Laurence Fishburne comique, a sensibilisé des millions à la violence domestique. Tina elle-même a déclaré que partager son histoire l'avait aidée à guérir, et elle est devenue une inspiration pour les survivantes. Comme l'a noté Rob Sheffield dans Rolling Stone, Tina fut la première star à parler ouvertement de la violence domestique, changeant le discours public. Son héritage ici est celui d'une féministe par l'exemple, montrant que la force vient de la vulnérabilité assumée. Dans le panthéon de la musique, certaines collaborations paraissent écrites dans les étoiles, destinées à créer des moments historiques qui transcendent les générations. Tina Turner et Elton John, 2 titans de la scène, incarnaient le charisme pur, le talent brut et une résilience forgée dans les tempêtes de la vie. Tous deux avaient redéfini ce que signifiait être un artiste live. Elton avec ses spectacles flamboyants, ses costumes extravagants et ses ballades émouvantes comme Rocketman et Your Song, Tina avec son énergie explosive, ses danses endiablées et sa voix qui pouvait faire trembler les stades. Ils avaient survécu à des industries impitoyables, brisé des frontières, et Elton en tant qu'icône gay ouvertement assumée, Tina en tant que femme noire dominant le rock. Lorsque l'idée d'un concert télévisé marquant le passage au nouveau millénaire proposa un duo entre eux en 1999, la réaction fut unanime. Ce serait légendaire, un choc des titans qui illuminerait l'an 2000. Mais toutes les scènes ne sont pas faites pour l'harmonie, et toutes les légendes ne jouent pas selon les mêmes règles. En 1999, Tina avait 60 ans et était toujours inarrêtable. Sa tournée 24/7 allait devenir la plus lucrative de l'année pour une artiste féminine, avec des recettes dépassant les 100 millions de dollars, prouvant que l'âge n'était qu'un nombre pour elle. Elton, de son côté, vivait une renaissance après des années de lutte personnelle, remplissant des arènes avec son héritage de hits intemporels. L'événement était le VH1 Diva Live 99, un concert caritatif au Beacon Theatre de New York, célébrant les divas de la musique. L'idée était de les réunir pour un duo spécial, peut-être Prue Marie ou The Beach Is Back, mêlant leurs styles uniques. Mais en coulisses, la collaboration commença à se fissurer bien avant que les caméras ne tournent. Tina avait toujours été reconnue pour sa discipline légendaire. Ayant survécu à des années d'abus et reconstruit sa carrière de zéro, elle exigeait un professionnalisme absolu, une précision chirurgicale et un respect mutuel lors des répétitions. Elle avait traversé trop d'épreuves, le racisme, le sexisme, la violence pour tolérer moins. Elton, génie incontesté avec plus de 300 millions d'albums vendus, avait un rythme plus relâché, plus improvisé, entouré d'un entourage habitué à ses caprices de star. Leurs répétitions devinrent un champ de bataille. Selon une choriste présente, Tina interrompit le groupe en plein morceau lors d'une des premières sessions. Le tempo n'était pas bon, les transitions manquaient de fluidité, et surtout, Elton n'était pas pleinement impliqué. Elle s'adressa directement à lui, « Il faut qu'on resserre ça ». Son ton n'était pas agressif, juste clair et direct, reflet de sa rigueur forgée dans l'adversité. Elton explosa. Il l'accusa d'agir comme un sergent instructeur, d'être trop autoritaire, trop rigide. Selon des rapports de l'époque, comme celui du New York Post en avril 1999, Elton lança des insultes,
criant qu'elle était impossible à côtoyer. La pièce devint silencieuse, puis vinrent les cris, les portes claquées. À un moment, un pied de micro fut renversé et brisé au sol. L'incident fit les manchettes, Tina Trigger prima Jonah Act by Elton. Ils terminèrent les répétitions quelques jours plus tard, mais le mal était fait. La chimie ne revint jamais. Sur scène, lors du concert, ils souriaient pour les caméras, mais leurs regards ne se croisaient jamais. Chaque geste était chorégraphié, chaque mot répété. Ce n'était qu'une performance mécanique, loin de la magie attendue. Le duo inclut The Beach is Back et Prue Marie, avec Cher rejoignant pour ajouter de l'énergie, mais la tension était palpable. Elton parla plus tard de l'expérience à la radio. Lorsqu'on lui demanda comment c'était de travailler avec Tina, il rit à moitié et la qualifia de difficile. Dans son autobiographie Me en 2019, il admit que son comportement avait été excessif, blâmant sa propre frustration et ses problèmes personnels. Tina, fidèle à son style, ne dit rien publiquement, ni en interview, ni dans ses livres, même lorsque les journalistes la questionnèrent des années plus tard. Son silence, comme toujours, en disait bien plus qu'un gros titre. Ceux qui la connaissaient savaient ce qu'elle pensait réellement. Elle le trouvait brillant mais fragile, confia-t-elle à un ami de longue date. Elle respectait son talent et Elton avait vendu plus de 300 millions d'albums et gagné 5 Grammy, mais pensait qu'il laissait son ego saboter sa grandeur. Pour elle, l'art c'était du feu et de la concentration, pas du clinquant et des caprices. Ce n'était pas l'attention qui dérangeait Tina, c'était le manque de respect. Après tout ce qu'elle avait surmonté au hic, l'industrie, le racisme qui l'avait forcé à enregistrer Private Dancer en Angleterre parce que les labels américains la rejetaient, le sexisme qui la confinait à des rôles stéréotypés, elle avait gagné le droit d'être prise au sérieux. Pas idolâtrée, pas adulée, juste respectée comme une égale. Et quand Elton ne répondit pas à cette attente, la porte se referma discrètement. Elle ne retravailla jamais avec lui, ne reparla jamais de lui. Pour Tina Turner, ce n'était pas une rancune, c'était de la survie, une leçon apprise dans le feu des épreuves. Cet incident, bien que mineur comparé à ses autres blessures, illustre comment Tina, en tant que femme noire, devait naviguer des égos masculins dans une industrie où le respect n'était pas donné mais conquis. L'impact culturel de cet affrontement est subtil mais significatif. Il met en lumière les dynamiques de pouvoir dans les collaborations intergénérationnelles et intergenres. Tina, influencée par le féminisme intersectionnel, représentait une génération de femmes qui refusaient de se plier. Elton, de son côté, a évolué, devenant un défenseur des droits LGBTQ+, mais cet épisode reste un rappel des frictions possibles entre légendes. Dans le documentaire Tina de 2021, elle reflète sur de tels moments avec une sérénité bouddhiste. Tina s'était convertie au bouddhisme en 1973, une pratique qui l'a aidée à guérir. Au milieu des années 1980, Tina Turner avait accompli l'impossible, un comeback qui défiait toutes les attentes. À 44 ans, elle avait reconstruit sa carrière de rien, sans manager dominateur, sans mari abusif, sans maison de disques pour lui dicter son identité. Son album Private Dancer, enregistré en Angleterre après des rejets aux États-Unis, se vendit à plus de 10 millions d'exemplaires, donnant naissance à des tubes intemporels comme What Has Love Got to Do With It, Better Be Good to Me et Private Dancer. Ce n'était pas juste un retour, c'était une réécriture de l'histoire, une affirmation que les femmes, particulièrement les femmes noires d'un certain âge, pouvaient dominer les charts et les stades. Tina prouvait que le pouvoir ne s'éteignait pas avec l'âge, que la sensualité ne périmait pas, que survivre pouvait être magnifique et triomphant. Mais alors que Tina consolidait sa légende, une voix plus jeune s'élevait, plus bruyante, plus provocante, sans excuse. Madonna, née Madonna Louise Ciccone le 16 août 1958 à Bay City, Michigan, n'était pas qu'une pop star, c'était une tornade culturelle. Avec des albums comme Like a Virgin en 1984, elle dominait les charts, vendant des millions et défiant les normes avec ses vidéos controversées et son image sexuelle affirmée. Les médias adoraient la comparaison. Madonna portait du cuir, dansait sans retenue, arpentait la scène comme si elle en était la propriétaire. Les critiques disaient qu'elle suivait les traces de Tina Turner, et les fans l'appelaient la nouvelle reine de la pop. Mais en coulisses, Tina n'acceptait pas cette étiquette, car pour elle, Madonna ne marchait pas dans ses pas, elle les piétinait en ignorant celle qui avait ouvert la voie. Tina ne craignait pas l'imitation, ce qu'elle ne supportait pas, c'était l'effacement. Dans des interviews à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Madonna lança des commentaires subtils mais piquants sur les artistes déconnectés, hors d'âge ou plus capables de suivre.
Elle ne cita jamais Tina directement, mais le timing ne laissait aucun doute. Tina, alors dans la quarantaine avancée, figurait encore dans les charts, remplissait les salles, dansait en talons pendant 2 heures sans faiblir. Elle ne disparaissait pas, elle élevait la norme. Et pourtant, le message du camp Madonna était clair, il est temps de laisser la place. En 1992, lors d'une soirée de gala, un événement en smoking plein de journalistes, de producteurs et de figures royales de l'industrie où les tensions culminèrent. Madonna arriva en fanfare, entourée de caméras, jouant la provocatrice. Tina arriva plus tard, élégante mais distante, parfaitement consciente des gros titres à venir. Elles ne se parlèrent pas, aucun sourire, même pas un hochement de tête. Un journaliste nota que les organisateurs avaient pris soin de les asseoir loin l'une de l'autre, un autre murmura que Tina avait spécifiquement demandé aucune interaction. Lorsqu'on lui demanda plus tard si une collaboration avec Madonna était envisageable, Tina répondit simplement « Nous faisons des choses différentes. » Rien d'autre. Pas de querelle publique, pas de rumeurs amplifiées, juste un silence tranchant, clair, définitif. Mais ce n'était pas une affaire de personnalité, c'était une question de principe. Tina Turner s'était battue pour redéfinir ce que pouvait être une femme dans la musique. Elle n'était pas devenue star à 20 ans, elle était devenue légende à 40, prouvant que l'âge n'était pas un obstacle. Elle avait défié le sexisme et le racisme, pavant la voie pour des artistes comme Madonna. Et quand elle vit une star plus jeune rejeter ce message, ce n'était pas seulement blessant, c'était un affront à tout ce pourquoi elle s'était saignée. C'est elle qui a ouvert la voie, déclara un ancien musicien, et elle s'attendait à ce que les gens le sachent, pas à ce qu'on l'adore, juste à ce qu'on le reconnaisse. Au fil des années, Madonna tenta vaguement de reconnaître son influence, comme dans une interview où elle loua Tina comme une inspiration. Mais Tina ne s'en contenta jamais. Elle ne jouait pas aux fausses alliances, pas de selfies publics, pas de poignées de main pour les caméras. Pour elle, le respect ne se gagnait pas par un titre de presse, il se donnait quand ça comptait. Et quand ce n'était pas le cas, elle tournait la page sans se retourner. Cette dynamique reflète les tensions intergénérationnelles dans le féminisme pop. Tina représentait un féminisme ancré dans la survie et la résilience, tandis que Madonna incarnait un post-féminisme plus commercial, centré sur l'empowerment individuel. Comme l'a analysé Katori Hall, co-auteur de la comédie musicale Tina, Madonna bénéficia des portes ouvertes par Tina, mais sans toujours en créditer l'héritage. L'impact culturel de cette rivalité est évident dans les débats sur Quora et Reddit, où les fans comparent leurs performances, notant que Tina avait une voix plus expressive, tandis que Madonna excellait en chorégraphies élaborées. Mais au-delà, cela souligne comment Tina, en refusant l'effacement, a inspiré des artistes comme Beyoncé, qui a souvent cité Tina comme une influence majeure. Tina Turner n'idolâtrait pas grand monde. Après tout ce qu'elle avait traversé ou les années d'adoration publique mêlées à l'humiliation privée, les nuits où elle chantait avec des côtes fracturées, où elle souriait après la violence ou l'admiration n'était pas quelque chose qu'elle offrait à la légère. Mais en David Bowie, elle voyait autre chose, un esprit frère, un artiste intrépide, sans étiquette, en constante évolution, un homme qui brisait les règles et survivait aux représailles. Bowie, né David Robert Jones le 8 janvier 1947 à Brixton, Londres, était le caméléon du rock, avec des alter-ego comme Ziggy Stardust et des albums innovants comme The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars en 1972. Elle respectait cela. Elle le respectait lui. Au début des années 1980, alors que Tina préparait son incroyable retour avec Private Dancer, elle et Bowie fréquentaient souvent les mêmes cercles. Tous deux travaillaient avec Capitol Records. Tous deux étaient vus comme des rebelles, Bowie par ses réinventions constantes, Tina par sa renaissance postique. Une collaboration semblait non seulement possible mais inévitable. Les producteurs en parlaient à voix basse. Les managers proposaient des idées. La presse spéculait. Bowie lui-même faisait l'éloge de Tina en interview, la qualifiant de l'une des voix les plus captivantes du rock. Tina était ouverte à l'idée. Elle faisait confiance à son talent. Elle pensait qu'il comprenait ce que signifiait survivre dans une industrie qui broyait les âmes. Puis, vint 1983. Cette année-là, lors d'une soirée privée de l'industrie à Londres, organisée par un grand cadre de maison de disques, Tina et David se retrouvèrent dans la même pièce. Cela aurait dû être une rencontre d'esprit. Ce fut plutôt une rupture silencieuse. Selon un ancien cadre de Capitol Records présent ce soir-là, Bowie buvait déjà. Il était charmant, bruyant, entouré d'admirateurs. La conversation dériva vers l'image, la célébrité et le prix du succès. Puis Bowie fit une blague déplacée.
Il fit allusion au passé de Tina avec Ike, sa blessure la plus intime, la plus douloureuse, et rit en disant quelque chose comme « Eh bien, ça forge le caractère, non ». Tina se trouvait à seulement quelques mètres. Elle ne cria pas, elle ne le confronta pas, elle ne prononça même pas un mot. Elle se contenta de sourire, ce sourire poli et crispé qui cachait bien plus qu'il ne montrait, et quitta la pièce. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle ne répondit plus jamais à ses appels, confirma plus tard un collaborateur. Elle n'a pas crié, elle n'a pas explosé, elle a juste décidé, c'est fini. Dans les années suivantes, l'équipe de Bowie insista. On proposa des concepts, des sessions studio, mais Tina refusa systématiquement. Lorsqu'un producteur tenta de la faire changer d'avis, sa réponse fut brève et définitive. Ce n'est pas prévu. Ne me reposez jamais la question. Elle ne parla jamais publiquement de l'incident, ni en interview, ni dans ses livres. Mais ceux qui la connaissaient savaient que ce silence était intentionnel. Pour Tina, ce que Bowie avait fait n'était pas une simple remarque déplacée. C'était une trahison, un rappel que même ceux qu'on admire, même ceux qui, comme elle, avaient survécu, pouvaient réduire votre douleur à une blague d'une seule phrase. Elle avait survécu à l'industrie, à ceux qui la disaient finie. Et à travers tout cela, elle avait conservé sa dignité. Mais ce soir-là, Bowie avait transformé son traumatisme en punchline, et pour Tina Turner, il n'y avait pas de retour possible après ça. Le pardon n'était pas un automatisme pour elle, il se méritait. Et en 1983, David Bowie le perdit en 5 secondes. Ironiquement, Bowie joua un rôle positif dans la carrière de Tina cette même année. En janvier 1983, lors d'un dîner avec des exécutifs de Capitol Records à New York, Bowie déclara que son artiste préféré était Tina Turner, et qu'il allait la voir performer au Ritz. Cela piqua la curiosité des labels, qui assistèrent au show et signèrent Tina pour Private Dancer. Une photo iconique de 1983 montre Bowie, Tina et Keith Richards ensemble, capturant un moment de camaraderie avant l'incident. Bowie mourut en 2016, et Tina lui rendit hommage, reconnaissant son aide, mais le silence sur l'incident persista. Cet épisode illustre les complexités des relations dans l'industrie, où l'admiration peut tourner au vinaigre. Bowie, connu pour sa fluidité de genre et son combat contre les normes, commit une faute qui toucha au cœur du traumatisme de Tina. Son héritage reste, il a aidé à relancer sa carrière, mais perdu son respect personnel. Tina Turner n'avait pas de liste noire officielle, mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle n'avait pas besoin de mots pour exprimer ses limites. Chaque silence, chaque refus, était un acte de dignité et d'autodétermination. À travers les abus, les trahisons et les combats, elle a construit une carrière légendaire, non pas en criant sa douleur, mais en la transformant en art puissant et inspirant. Les 6 noms qu'elle ne prononçait plus, Ike Turner, Elton John, Madonna, David Bowie, Aretha Franklin, Phil Spector, représentaient plus que des conflits personnels, ils étaient des rappels de sa force inébranlable, de son refus de plier face à l'injustice, et de sa capacité à avancer sans se retourner. Son héritage transcende la musique, elle a ouvert des portes pour les femmes noires, défié le racisme et le sexisme, et inspiré des générations avec son message de résilience. Tina a vendu plus de 100 millions d'albums, remporté 12 Grammy, et ses tournées ont battu des records. Elle a influencé des artistes comme Beyoncé, qui l'a appelée la reine, et Janelle Monáe, qui admire sa fusion de genres. Son impact sur le féminisme est profond. En parlant ouvertement de la violence domestique, elle a aidé à changer les perceptions, encourageant les survivantes à chercher de l'aide. Comme l'a dit Angela Bassett, Tina a montré ce qu'une future remplie d'amour et de liberté pouvait ressembler. Son bouddhisme, pratiqué depuis 1973, lui a donné la paix intérieure pour guérir. Et vous, laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits sur les légendes qui ont changé la musique à jamais.